Bonsoir et bienvenue dans Mimi 34 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, salut tout le monde. C'est ça, ce soir, on n'est pas venu tout seul, on a à nouveau invité avec nous Claudine. Bonsoir Claudine. Bonsoir Antoine, Comment vas-tu? je vais très très bien. Toujours de très très jolis tableaux derrière toi. Oui, et t'as vu, il est droit. Cette fois-ci, il va pas se. Ou alors c'est encore un signe, hein, si d'un seul coup il bascule, hein. D'ailleurs, je vais l'exposer dans le manoir de Lille au milieu des intervenants. Ce sera sur ce chevalet. Ok. Et du coup, nous accueillons ce soir aussi Stéphane Levacher. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Antoine, bonsoir Jérôme, bonsoir Claudine. Salut Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bon alors, vous en doutez, si on a à nouveau le plaisir d'inviter Claudine et Stéphane, c'est tout simplement parce que on va vous parler à nouveau, et pour la dernière fois cette année, du Festival de la Merveille et des Mystères, parce que c'est la semaine prochaine, et oui, ça y est, on y est, hein, le 13 et 14 mai. Ça se passe à Livaro en Normandie. Pour ceux qui ont loupé les derniers épisodes, Stéphane, ce festival, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le moyen de réunir différents chercheurs qui portent un regard particulier sur notre patrimoine. Voilà. Donc ça se déploie en 2 jours. Et on pourra peut-être montrer le programme simplifié que je t'ai envoyé, Antoine, après. Et on peut dire le premier jour, donc le samedi, début des conférences à 9 heures le matin. Et donc le samedi, on va avoir des approches symboliques, philosophiques, énergétiques, et puis aussi historiques avec Françoise Maudardel, ou plutôt philosophique d'ailleurs, on pourrait dire psychique également, du patrimoine. Et Ah oui. puis donc toute approche du patrimoine sous l'angle du verbe. Et le lendemain, le dimanche, on aura plutôt des approches en fait mathématiques du patrimoine avec de la géographie sacrée, de la géométrie sacrée, et puis également une présence de Philippe Liénard qui nous parlera de la présence templière et puis donc abordera lui donc le patrimoine sous l'angle ce qu'on appelle en fait de la hiéro-histoire, l'histoire du sacré et la transmission justement de l'information, de la connaissance, on pourrait dire psychico-spirituelle, à travers le patrimoine et à travers les âges. Voilà pour simplifier et et puis pas revenir trop longtemps sur ce programme. Donc avec différents intervenants. Euh, Spécialisés chacun dans un type d'approche. Là, je vois sur le samedi, par exemple, dans les petits nouveaux, il y a Éric Lenouvel qui, lui, est un spécialiste de la Torah, et donc a une approche kabbalistique du patrimoine. Alain Charles, lui, c'est plutôt quelqu'un qui travaille sur les énergies des sites religieux, des églises en Bretagne, mais qui va venir un peu explorer notre patrimoine à nous et prendre un peu les ondes, essayer de voir ce qui se passe dans notre cher pays d'Auge. Donc voilà pour le samedi. Bon, les autres interlocuteurs ont déjà été présentés lors de ta dernière émission, Antoine. Le samedi, donc, Oui, c'est ça. C'est que ouais, si vous ouais. voulez plus de détails sur le contenu des conférences, je vous invite à vous reporter donc sur l'émission que l'on a dédiée au programme du Mhm. festival. Mhm. Mais par contre, alors dans les petites précisions qu'on voulait peut-être étayer aujourd'hui, eh ben, c'est entre autres la partie 17h-19h, visite guidée de la fontaine Saint-Méen. Et tu m'as envoyé quelques photos. Oui, tout à fait, ouais, Je te de propose, ce je fameux te propose lieu de qui se partager. trouve en plein champ. Donc là, c'est une photo de La Fontaine. Alors, on va nous dire Paris-Idoli, mais on a l'impression de voir la gueule d'un python ou quelque chose comme ça, avec Oui, c'est un un gros œil. serpent dragon, en fait, qui Mhm. délimite
dans un cercle ourobourique, on pourrait dire, le, la fontaine avec ses Ah oui, chaînes. c'est une sculpture. Oui, 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 c'est en fait, D'accord. Ah ça oui. c'est la tête du serpent, mais son corps fait le tour du site, ça fait un cercle à peu près de 200 degrés, et il y a un petit muret, alors qu'à la base devait être en pierre, puis après a été retouché en béton, un petit muret qui fait à peu près Voilà, oui. 15-20 cm de haut, et qui fait donc, qui encercle la source. Donc c'est une sorte Mhm. de serpent Ouroboros qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui a bien sûr non, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, pas dans le sens inverse. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ce qui a un sens symbolique que je préciserai lors de la visite. Donc là, on a le fameux chêne mort hein, depuis une trentaine d'années et sur lequel les gens, enfin ça s'appelle un arbre à loques, les gens donc déposent leur tissu souillé de leur maladie de peau, parce que la fontaine est censée guérir du psoriasis et de l'eczéma, entre autres Mm. maladies de peau, donc des maladies de surface. Elle est actuellement très active. Je pense que la période du Covid a engendré bien des maux des profondeurs et de la Mm. surface. Et donc, les dépôts de linge en souffrance sont agglomérés depuis ça. C'est assez impressionnant. Et à l'intérieur du tronc Ok. du chêne mort, il y a le fameux saint Méun qu'on voit de l'autre côté de l'arbre à travers 6 barreaux de métal dont la largeur alterne hein, d'un barreau sur l'autre. Donc tout ça aussi peut être lu symboliquement. Ouais. Rassure-moi, personne ne boit de l'eau de la fontaine, du coup, parce Si, que si, 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 Oui, si, oui, si. oui, oui, Si, oui, elle est oui, délicieuse en oui, plus. oui. Moi, à chaque fois que j'y vais, j'en bois un peu. avec Elle est l'eau délicieuse, elle est contrôlée. Oui. Ah non, non, mais Mm. les gens trempent pas leur linge dans l'eau. Ils déposent Hmm. en fait leur souillure sur l'arbre et après ils vont, voilà, puiser de l'eau et faire leurs ablutions. Mais c'est plutôt de l'eau à boire. Hein. C'est pas... Après, les gens souvent l'emmènent dans des bouteilles en plastique ou dans des jerrycans et puis ils la consomment chez eux. Voilà, pendant une durée qui est pas forcément déterminée d'ailleurs. Hein. Hmm. Après, c'est l'aspect rituel. Bah, justement, Agnès Delaunay nous parlera du fonctionnement des sources et de cette dimension d'effet Mm. placebo qui n'est pas rien, parce qu'enfin, ça veut dire que notre esprit a la capacité, lorsqu'on le stimule par le rituel, de trouver les ressorts de la Mm. guérison du corps en surface ou en profondeur. Bon, là, c'est une source guérisseuse des maladies de peau, donc des maladies euh, de surface, mais qui peuvent être les symptômes de problèmes qui viennent de plus grande profondeur. D'ailleurs, il y a une légende qui est associée au sein et qui renvoie au fait que les deux filles qui ont rencontré pour la première fois le lieu sur le lieu, le Saint mais un, allaient puiser leur eau dans le fond du vallon. Et l'une d'entre elles rechignait à remonter l'eau de ses profondeurs, et c'est celle-là qui était la plus marquée par la lèpre. Ok. Et Voilà. est-ce qu'il Donc y là, en aurait fait, un... ce schéma, il renvoie au fait que les éléments symboliques qui constituent le site, enfin, en fait, forment une sorte de talisman. Hein, ça a quelque chose d'un talisman. Après, chacun de ces éléments, et ça c'est mon travail, peut être interprété et s'inscrire dans une suite logique. Et en fait, expliquer un processus de transformation, pas simplement pour se guérir, mais pour s'élever, le fameux processus de métanoïa qui est présent sur tous les grands sites sacrés. Mhm. Justement, est-ce qu'il y a, selon les anciens, il y aurait une influence un peu plus prononcée les jours de solstice ou équinoxe sur Alors ce lieu? le Saint Mai 1, il est célébré à l'apogée donc de l'été, le 21 juin. Et d'ailleurs, on sait D'accord, que solstice. Oui. le chêne a brûlé, je sais plus en quelle année, en 92 ou 13, je crois.
Et dans la presse, il a circulé que il avait brûlé après en fait une fête vaudou qui avait eu lieu la nuit du 21 juin de D'ailleurs, l'année en question. Voilà. Mhm. Ok. Alors il y a le chêne mort, mais à côté, ils ont planté des chênes vivants. C'est-à-dire qu'il y a 3 générations de chênes. C'est-à-dire que la vie se renouvelle. Et dans le chêne mort, il y a un principe qui est représenté par le saint, hein, qui est le mais un. Moi, je l'interprète comme ça, c'est le un, le principe en fait transcendantal qui ne meurt jamais. Et même si le chêne est apparemment mort, la vie, elle continue de se manifester et elle est passée ailleurs. Elle est sortie du corps du chêne mort et elle a glissé en quelque sorte, on pourrait dire, dans le corps du serpent qui est au sol et qui lui continue en fait, de faire circuler le flux d'énergie. Voilà. Bon, après, il y a plein de choses à dire sur ce site. J'avais fait une Ah, intervention mais sur Bagdis, Oui, bah, voilà, Oui. d'une voilà, tu cinquantaine sais, de minutes. l'objectif oui, aussi, c'est que les gens viennent. mais Oui, tout tout à à fait. fait, voilà, voilà, voilà. faut Puis il y pas. a la beauté, hein, le site en soi, c'est une merveille, hein, justement, de la Le temps de la nature photo, quoi. et une merveille aussi de création simple, hein, par nos ancêtres et qui a été perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la pyramide, hein, qui constitue le socle en quelque sorte duquel sort la fontaine par 2 trous, c'est un élément tardif, hein, du début du XXe siècle. Donc la formulation, c'est précisé et modifié avec le temps. Donc c'est que cette source, elle remonte à la nuit des temps. Moi, je pense d'ailleurs qu'elle remonte à des temps antiques ligures. Il y a quelques indices qui peuvent nous renvoyer à ça, c'est-à-dire à l'ère du taureau. Donc avant 2000 avant Jésus-Christ. Ça, c'est une hypothèse, mais il y a quelques indices qui peuvent aller dans ce sens. Ok. Donc ça se passe. Hop, je reprends mes petites notes. Visite Le guidée de samedi. 17h à 19h le Voilà, samedi. Donc en covoiture, les gens qui seraient venus voilà par les transports exactement. en commun, Voilà, etc. Vous inquiétez pas, voilà. il y aura de quoi déplacer tout le monde. Juste pour rappeler aussi, c'est 70 personnes le samedi, 70 personnes le dimanche. Hmm. Euh, il reste encore quelques places, donc Oui, une petite profitez-en parce trentaine que de ça va places, voilà, une petite trentaine de places. Mais les demandes là commencent à s'accélérer parce que c'est vrai que l'événement est dans quelques jours. Donc, Donc ça, voilà, ça va se passer très très vite, je pense. Là, Claudine, Oui, cette photo, le c'est manoir l'une de des l'île, salles c'est de, la c'est la salle. salle de Oui, conférence. c'est la salle où va se passer les conférences. Donc ça, c'est en fait sur si on se repère là, la cheminée est là, oui, on rentre sur la gauche. Oui, voilà. Ça, c'est l'entrée du manoir. Donc il y a une belle entrée, un beau hall d'entrée. Il y a deux petites pièces où peut-être vous pourrez vous installer pour mettre le studio radio. Mhm. Et après, dans le manoir, il y a deux salles. On va être reçus comme des rois. oui, c'est un très très beau lieu avec Mm. des Ah, vues sur le parc qui sont magnifiques. C'est très 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 aéré, grandes oui. fenêtres. Donc on se sentira pas enfermé. Bon, puis en plus on fait la Et promenade derrière, en fin d'après-midi. voilà. Et derrière le manoir, il y a un énorme parc. Hmm. Ça, je ne sais pas si tu l'as en Où nous pourrons photo. faire le pique-nique. Alors le pique-nique, bon, chacun pourra le faire où il le souhaite. En même temps, nous on a un lieu, on se réunira avec tous les intervenants, qui est un Mhm. petit café chez Paula, Kéros, combien, c'est quoi le chiffre déjà? Kéros 35. 35, voilà, ce qui n'est pas rien. Ni Kéros ni 35 d'ailleurs, symboliquement c'est très intéressant. Et donc les intervenants donc sont invités à manger rapidement plutôt que pique-niquer, c'est un pique-nique amélioré. Donc chez Paula, après, les festivaliers peuvent nous suivre ou aller dans d'autres endroits sur l'Ivaro. Il y a quelques Mhm. restaurants. Voilà, il y a une crêperie aussi. Donc Une crêperie, normalement, pizza, ce sera un week-end kebab. Mhm. où une partie des
commerces de bouche seront ouverts. Après, il y a toujours la fromagerie, voilà, la fameuse fromagerie du Grain d'Orge, Oui, voilà, où là on peut déguster voilà, des tas de sortes de fromages d'Ivaro, Pont-l'Évêque, et du fromage au lait cru. camembert, voilà, fromage au lait cru, et puis toutes les boissons qui peuvent aller avec, le cidre, le pommeau, La le bière. calvados, bien sûr, les bières locales. Il y a un Mais sur musée toute la aussi, hein, musée du station. fromage, hein, donc c'est Oui. intéressant, voir la fabrication du Livaro. Mhm. Alors après, je suis pas sûr que sur les 2 jours, on ait le temps. Non, vous avez le temps, mais après, si les gens veulent rester un peu plus longtemps, Exactement. il y a de quoi se faire plaisir. Très jolie promenade aussi dans les parages là, de Livaro. Pays d'Auge, c'est un très très beau pays, hein. C'est vraiment un pays Mm. qui a sa spécificité, voilà, une nature prodigue et luxuriante, plein de petites fontaines partout. D'ailleurs, dans le camping, je sais pas si tu peux nous montrer les images de camping, parce que il y a la possibilité, pour ceux qui veulent venir en camping-car, de Ah. se loger alors, à quelques mètres du manoir, dans ce petit camping municipal, donc très peu cher. Et après, il suffit d'aller à pied au manoir, hein. Oui, oui, c'est Ça ça. De donne sur le centre-ville. toute façon, à Livaro, tout se fait à pied. Bon, ben voilà, donc ça se passe la semaine prochaine. Alors, on va partager le site rapidement. La billetterie pour les 2 jours. Donc, la journée du samedi 13 mai, 70 € pour participer aux 3 conférences ainsi que À la à la visite, visite à la guidée. projection du film aussi, qu'on aura Ouais. terminé, Métanoïa. Mhm. Qu'on vous montrera juste à la fin, là, pour Ouais, le, le- générique de fin. le petit générique de fin. Exactement. Vous l'aurez à la fin de l'émission. Euh, concernant, bah, si vous voulez participer au dîner gastronomique, parce que le samedi soir, il y a un dîner gastronomique. Donc, la journée du samedi de conférence plus le dîner gastronomique, c'est 110 €. Voilà, dans un très beau restaurant, très typique aussi du pays d'Auge, dans un petit village qui a une église et le restaurant, je crois, simplement, avec un mot, avec une belle église quand même. Il y a Manerbe. Voilà, Manerbe. Et donc, c'est un resto. Là, c'est vraiment, on va vraiment manger typique normand, hein. Voilà, c'est une bonne cuisine Mm. normande. Avec de la crème et du beurre. Avec pas mal Oui, de oui, crème, oui, de oui. fromage, Oui, Le de fromage. crème et du tout beurre. en légèreté. C'est ça. Oui, oui. En plus, ça, c'est la bonne Ouais. crème du printemps, là, vu Mm. la- comment sont les champs en ce moment, là, avec toute cette herbe. Je pense que Ah bah là, le ça lait, pousse. il va être bien crémeux, là. Bon, et on essaiera, alors, pour l'instant, je vous promets rien, mais il faut que je motive mes troupes. Avec Jérôme et Éric Le Saint, on essaiera au moment du dessert Ah oui, de oui, vous oui, oui, oui. interpréter Petite Misère. chanson. Ah bon? Eh oui, C'est une Tu connais des surprise. chansons un peu. c'est la petite surprise. Bah, c'est le tube de l'année, hein. C'est le tube de Il l'année. passe Ah, en boucle sur mon ordinateur, pour l'instant. c'est quoi comme chanson? Ah, ouais, On, c'est un on secret. se redonnera le Ça fait lien partie tout à des l'heure. C'est mystères. une création d'Éric. Ça fait partie des mystères et tu Ah découvriras oui, non, cette c'est une création merveille. d'Éric. Non, c'est Oui. une création d'Antoine, de moi, Eric aussi, et de nous trois. D'accord. Oh là là, je crains le pire. Œuvre Et c'est un collective. peu, Une œuvre c'est un collective. peu la chanson des visiteurs ou Enfin, pas, c'est un non? léger plagiat quand même, hein. Non, Non. Non, c'est un c'est un léger plagiat plagiat. de la chanson de Coluche. On a retravaillé toutes les paroles pour les D'accord. mettre au goût du jour du 49.3, Ah euh, oui. qui commence à être un petit peu derrière nous maintenant, mais Oui, voilà, mais qui nous fait autant. c'est ça. Hmm. Mais on t'enverra le lien. Et Les sinon, paroles Ah oui, je vous veux aussi. bien. l'avez sur la page accueil de Parce que Miasme TV. peut-être qu'il faut qu'on l'apprenne et qu'on fasse une flash mob, non? Ah, ben c'est un peu l'objectif, Ah mais oui. il faut qu'on s'organise. Il faut D'accord, qu'on Les, d'accord, s'organise. d'accord. les vieux réacs, C'est ça, c'est le nom de notre groupe, c'est les ça. vieux réacs. Ce soir pour Mimi, une interprétation du sketch de Coluche de 1979 qui est toujours d'actualité. Misère, misère. La borne vient de nous jurer que le 49.3 plus jamais. Misère, misère. Encore une fois, la Macronie nous prend tous pour des abrutis. Misère, misère.
Demain, Et donc la faudra journée de aller dimanche manger. 14 mai, 70 euros pour donc l'ensemble des conférences. Il y en a 4 le dimanche. Et la projection du film pour clôturer la journée de Saadi Barry, Le Chant des Cèdres, Le Chant du Pays des Cèdres. Ouais. Alors d'ailleurs, on modifiera peut-être un petit peu le positionnement du film, parce que le soir, il y a peut-être un certain nombre de personnes qui partiront un peu plus tard. Donc il y aura peut-être il passera peut-être, on le passera peut-être le matin, le film. Pour ça, j'en suis pas encore certain. Par contre, toutes les interventions sont celles qui sont sur le programme, là. Ok. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de Mhm. ce beau programme, de ce nouveau festival. C'est la première cette année. Mhm. C'est pour ça, c'est aussi important que vous puissiez tous participer parce que ça donnera peut-être lieu à une deuxième session, puis peut-être à une troisième session dans les années qui arrivent, hein, en fonction du succès rencontré par le festival. En tout cas, c'est une très très bonne initiative. On est très content de vous aider à participer à ce festival. Et Mhm. puis, voilà, on se voit dans une semaine maintenant. Oui, bah oui, oui, ça va Oui, vite, oui, ben très oui. très vite arriver, ouais. En tout cas, Antoine, merci pour ton application et ton aide parce que c'est vraiment super, vraiment. Et puis Jérôme aussi. Mais Vraiment. C'est tous les deux, effectivement. On Mm. sera là bien, bien présents. Et puis, voilà, Chair et en os. on va aussi s'occuper en chair et en os. Voilà. Non, ce sera Ouais, des mais tous ceux qui hologrammes. nous suivent, qui nous disent quand est-ce qu'on peut vous voir, etc. Ah bah, c'est l'occasion, Trop... là. Non, non, ça ne sera pas des hologrammes. Ça sera l'occasion, effectivement. Écoute, bah, super. Mais on a hâte de vous voir en tout cas. et nous aussi. Ah, carrément. Et nous aussi. Eh Robe à bien, crinoline, hein, et j'ai pas compris. couronne. Il y a un dress code en fait, on vous l'a pas dit au château. Ah non. Non. Robe à crinoline et petit serre-tête couronne. Oui, Et, oui, ça va très bien m'aller. et chapeau haut de forme. Allez. Oui, c'est ça. Ok. Eh bien, On bonne a soirée à l'info. tous. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne Bonne soirée. soirée et Bonne merci d'être soirée. passé. Merci, merci, merci. Au revoir. Salut. Au Merci. revoir. Salut. Bon, Jérôme, on va reprendre le cours normal de notre émission. Ce soir, on va commencer par le courrier des lecteurs. On va parler d'océan. Tu vas nous amener à l'océan, mais un océan un petit peu particulier, très, très profond, vous verrez. Un petit anniversaire aussi, hein, des 40 ans d'une série mythique. C'est une série, si je fais avec une souris dans la bouche, les gens comprendront. Ouais, là je pense que tout le monde aura compris, sauf les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de moins de 20 ans qui nous regardent. Moi de mon côté, je vous amènerai sur la Lune, un petit crash lunaire, bon, qui a coûté 3 francs 6 sous, une broutille. Et enfin, je vous ferai remonter dans le temps, très très loin en arrière, et vous allez voir que votre environnement a un petit peu changé. En attendant, on va commencer par le courrier des lecteurs. Alors, c'est Fred Kerr qui nous a envoyé cette photo d'une source. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de source avec Stéphane Levacher. Eh bien là, c'est la fontaine de Bernos. Ça se trouve à Saint-Laurent-Médoc, dans le 33, en Gironde. Donc une ancienne source gauloise, une ancienne fontaine gauloise. Et visiblement, vous aimez bien les pareidolie parce que j'en reçois de plus en plus. Donc, on va vous les montrer rapidement. Euh, Parce que Fred en a vu. Alors là, il les a dessinés. On va essayer de les voir au début non dessinés. Et ensuite. Alors, les pareidolie dans la pierre, c'est un peu plus. C'est vrai que c'est un peu plus difficile. Hop, ici. Vous voyez, là, il voit un petit sourire. Et effectivement, le petit sourire, on le retrouve bien ici. Alors, je crois qu'il envoie une belle ici, de pareidolie. Voilà. Bon, alors, effectivement, à son corps défendant, il n'a pas la même plume que David Lachance, mais on retrouve quand même bien les Ah oui, formes. on dirait deux visages qui s'embrassent, oui, en effet. C'est ça. Mm, mm. On voit deux visages qui s'embrassent. Voilà. Euh, Tu sais que moi, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer d'en chercher aussi, hein. Et j'en ai trouvé une ici, qui est un petit peu particulière.
Tu te rappelles dans Star Wars, les scientifiques qui ont créé les clones, c'est des espèces très grandes avec un très grand cou, Oui. une peau un peu grisâtre. Bon, eh bien écoute, moi je le vois ici, c'est-à-dire que tu as le visage là, avec des grands yeux un petit peu reptiliens, Et le ce grand grand cou, coup. Mm. ouais, qu'on voit là bien ici, et voilà, et en dessous les épaules, et au-dessus une petite crête, une petite coiffe. Voilà. Je sais pas si tout le monde la voit, j'ai pas eu le temps de la détourer, mais elle est plutôt sympa celle-là. Je crois que j'avais vu autre chose, mais je le retrouve pas, donc c'est assis là. Ah, les deux petits yeux planqués là. Mm. Ah, ils nous regardent, hein. Ils nous regardent. Pareil comme dans Star Wars, tu sais, les hommes des sables avec leur Oui, capuche et puis ouais, les petits yeux jaunes, là. exactement. Donc ça, c'était les pareidolie de Fred Kerr. Et David, notre ami canadien, nous en a envoyé aussi. Alors, t'étais pas là, Jérôme, mais avec Damien, on a montré une vidéo d'une youtubeuse qui avait pris en photo, avait filmé un ovni, et les nuages donnaient une impression voilà, de forme. Et voilà, David a laissé vagabonder son esprit, et, et on les retrouve bien, hein. Hop, là, regardez ici le visage vers le haut, celui-ci avec son nez pointu. Là, Dieu le Père un peu couché, et la tête de Gremlins, on devine bien ici. Moi, je trouve il a un talent fou pour les voir. Et puis même celui-ci, là, avec sa petite couronne, Mm. hein. Tous les dieux du panthéon gréco-romain sont là, hein. C'est ça. Et puis, il m'en a fait une petite deuxième. Donc, la femme allongée. Ici, alors, c'est assez spécial. Moi, je la vois bien, la forme de bébé, là, Oui. dans la bouche de Chronos, hein. Ah, Au final, c'est peut-être bien Chronos ici, en train de dévorer son enfant. Euh, alors là, c'est marrant, parce que là, pour le coup, je vois pas la même forme, tu vois. Là, cette espèce de spectre, parce que moi, je vois plutôt un visage qui regarde vers le haut, aussi. alors que lui, il a plutôt l'impression que ce sont des cheveux. Et là, notre fameux lapin blanc. Suivez le lapin blanc, Jérôme. Il est là. Il est là, le lapin crétin. Mon fameux lapin crétin. Donc tout le monde est là. Et puis un petit chien sur la gauche. En tout cas, David, merci encore une fois pour tes envois. Ça nous régale. Ensuite, j'ai Marie Roca qui m'a envoyé un petit article, alors qui n'est pas forcément de cette année, mais vraiment l'info, elle m'a passionné. Je pense qu'elle va te passionner aussi, Jérôme, parce que bien déjà, la forme ne peut que t'interpeller. Mm. Et J'avais, il y aurait une pyramide engloutie en Bretagne. j'avais Voilà. déjà vu cette info. Mm. C'est vrai, c'est sur plongée-info.com. Et donc, vous voyez, ça date de 2018. Donc, on est sur de l'info un peu ancienne, mais vraiment, le sujet, je pense, reste d'actualité. Donc, c'est une pyramide qui se trouve dans le golfe du Morbihan, euh, à 12 km des côtes. Donc, finalement, pas très loin de Carnac, je crois. Et ça se passe, pour ceux qui connaissent le coin, à la pointe sud-ouest de l'île Longue, non loin de l'accès du golfe à la mer libre. Et donc c'est un plongeur, hein, comment s'appelle-t-il, Serge Grispou. Donc c'est un plongeur, et il a découvert cette forme pyramidale au fond de la mer, sous 23 mètres de profondeur. La hauteur de la pyramide est de 1,70 m. Il a approximativement calculé son poids, elle ferait 1,4 tonne. La roche est rougeâtre, c'est peut-être pour lui soit du granit rose ou du porphyre. Et
il l'a passé au détecteur de métaux sous l'eau, ça n'a rien donné, et tout autour, il n'y a pas non plus de pièces d'or, de trésors, ni quoi que ce soit. La, les faces sont lisses, les angles sont vifs, et elles sont d'inégale surface, c'est-à-dire que la plus grande surface est orientée vers l'ouest. Voilà. Donc, ça a une vraie forme pyramidale, qui pour moi n'est pas du tout naturelle, parce que forcément, il a mené un petit peu son enquête. Et il y a plusieurs hypothèses qui ont qui ont vu le jour. Euh, la première pourrait être celle d'une pierre taillée qui serait tombée d'un vaisseau, voilà, à une époque indéterminée. Mais ouais, le fait qu'elle soit tombée bien à plat et pas sur le côté, pas Mhm. enfoncée, pas... Bon, pour lui, il écarte assez rapidement cette hypothèse. Ensuite, il y a un ami à lui qui lui a dit que c'était une formation géologique naturelle, ce qu'il a là aussi très rapidement mis de côté parce que il s'est aperçu que ben, c'est posé sur le sol, hein, il y est retourné plusieurs fois, hein, sur le site, et dessous, très clairement, la pierre est posée. Et sa dernière hypothèse, c'est que elle aurait été positionnée ici pour marquer un lieu sacré, ou un dieu, ou quelque chose d'autre. De toute manière, on est ben, dans cette zone de la Bretagne, sur une région extrêmement riche en monuments mégalithiques. Alors, on n'est pas dans le mégalithe classique, pierre levée, menhir et compagnie. Là, c'est vraiment la pierre taillée. Euh, donc, il ne sait pas trop. Très clairement, il ne sait pas trop. Il a continué à faire ses recherches. Et si effectivement c'est une pierre qui a été positionnée à cet endroit pour pouvoir marquer l'endroit, euh, pour lui, c'est pas logique que ça a été fait avec 23 mètres d'eau au moment où la pierre a été posée. Alors, il en a quasi la certitude finalement que la pierre a été posée, parce qu'il a découvert, à force de zoner sur le périmètre autour de cette pyramide, il a trouvé un rocher euh, gravé, mais vraiment juste à côté, un petit muret d'un demi-mètre de haut, dissimulé dans les algues, gravé avec la forme de la pyramide. Mhm. Et forme de la pyramide qui aurait à peu près les mêmes proportions. Il a, il a calculé les angles, ça correspondrait à la pointe de la pyramide. Donc pour lui, ça c'est un indicateur ben, qui explique que la pyramide a été posée. Du coup, c'est là où ça devient intéressant parce que, je vous rappelle, c'est 23 mètres de profondeur. Donc, elle a été posée à une période où il n'y avait pas 23 mètres d'eau. Mhm. Voilà. Parce que bon, il y a beaucoup de sites, hein, mégalithiques qui sont plus ou moins immergés. Et puis d'ailleurs, avec les sécheresses, il y en a certains qui ressortent, hein. On en avait parlé en Espagne, par exemple. Ouais. Voilà. En Sardaigne. Eh bien, il y a deux solutions. Selon les spécialistes, les eaux du Golfe ont dû monter de 7 à 8 mètres depuis 5500 ans. Le problème, c'est que la pyramide, elle est à 23 mètres. Donc, il reste encore une bonne quinzaine de mètres à expliquer. Et expliquer moins 23 mètres ou moins 15 mètres, ça revient au même, hein. Surtout à l'époque, ils n'avaient pas les équipements qu'on a. Par contre, si on remonte plus tard dans le temps, aux environs de 8000 avant Jésus-Christ, donc à moins 10 000, voire même moins 12 000, pas à 10 000 ans ou 12 000 ans par rapport à notre époque, euh, ça pourrait effectivement correspondre à une période où, sur cette zone, ils avaient les pieds au sec. Oui, ou alors, soit les plaques tectoniques se sont aussi affaissées, ou il y a eu une montée des eaux subite, comme le déluge, Par exemple. par exemple. Mais alors, là où c'est intéressant, c'est que si cette période-là de 10 000 ans en arrière
paraît finalement la plus logique par rapport à la montée des eaux. Euh, Quid de la technicité ou de la technologie de l'humanité à cette période? Oui, alors ça, Hein? on en a très souvent parlé, Antoine. Mhm. Oui, voilà. Alors lui, clairement, dans ses conclusions, il réfute la théorie de moins 8000 ans. Il est plus sur la théorie de 4000, de 4000 ans avant JC. Mais, euh, mais il n'empêche, voilà, si vraiment les gens ont positionné cette pyramide à cet endroit pour une raison bien particulière, l'ont taillée sous une forme qui est, je vous la remontre, hein, qui est quand même plutôt, c'est pas mal taillé, hein, Ça, c'est propre. c'est assez propre, hein. Mhm. Toi qui en as fabriqué quelques pyramides, c'est voilà, c'est assez propre. Ça pèse 1,4 tonne. Donc, comment était l'humanité à cette époque-là? Et moi, je trouve que ça relance un petit peu le débat sur le sujet, où on est loin du chasseur-cueilleur Oui, qui ne sait pas compter sur ses doigts. de toute manière, il faut réfuter cette théorie hein, du chasseur-cueilleur il y a 5000 ans. Non, non. Alors, il y en a eu, forcément, Oui. mais Et puis aussi, voilà, je vous invite à aller voir Barabar, les chambres en Inde. Et quand tu vois le boulot qui a été réalisé, tu te dis, bon, on a un problème hein, avec l'outillage, tout ça. Il faut qu'on revoie nos copies et nos livres d'histoire. ouais, c'est ça. Donc voilà pour le courrier du lecteur de notre amie Marie Roca. Et j'ai un dernier courrier du lecteur. Vous avez vraiment été nombreux à nous écrire cette semaine. C'est notre amie Jocelyne qui est tu sais, de Tahiti et qui nous écrit des commentaires très gentils à chaque semaine, qui est très assidu à nos amimi. Et j'en profite du coup pour lui dédicacer cette émission. Voilà, particulièrement. Jérôme, selon toi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoute, une planète, la Lune, non, non, pas la Lune, une planète. Moi, je dirais une planète. Ou un bel orbe, mais il est beau celui-là. Ou une orbe, Ouais, pardon. On nous a fait la réflexion, c'est pas un orbe, c'est une orbe. Une belle orbe. une belle orbe. Ouais, moi je crois que je mets toujours masculin, orbe, mais bon. Ni l'un ni l'autre. Tu te rappelles, on avait parlé il y a plusieurs mimi de cela, de nuages cubiques. Mhm. Eh bien là, c'est un nuage sphérique. C'est Ah, il est incroyable. beau. Pas Il est mal. beau. Ah, il est très beau. Mhm. Alors, il paraîtrait que, effectivement, c'est extrêmement rare que ça existe et souvent ces nuages sont pris en photo depuis le sol. Là, coup de bol, c'est le commandant de bord du vol Air Tahiti Nui entre Tahiti et Seattle le 24 avril 2023 qui ont pu prendre depuis leur appareil en plein vol à 13 000 mètres d'altitude, cette boule nuageuse parfaitement sphérique. Alors forcément, quand ils l'ont vu arriver de loin, quand ils se sont approchés de loin, ils ont un peu flippé. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils ne doivent pas apprendre ça dans leur cours de pilotage qui a ce genre de nuages. Et plus ils sont approchés de ce nuage, bon, plus ils sont aperçus qu'effectivement, tu vois, il était transparent. Donc, moi, je trouve déjà les photos sont plutôt bien prises, hein, parce qu'on est à 13 000 mètres d'altitude. Voilà, ça ressort assez bien. Et voilà, c'est ce que disait donc Philippe Stora. Au début, on était inquiet, on s'est demandé ce que c'était, mais très rapidement, la beauté de la chose l'a emporté sur la crainte. Au fur et à mesure que l'on se rapprochait, cette densité intérieure de blanc s'est estompée et l'on voyait à travers. D'ailleurs, sur les photos, on voit les étoiles au travers, puis ça s'est dissipé pour ne faire plus qu'un halo, mais vertical. Une des dernières photos, c'est une espèce d'auréole. Voilà, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez la voir directement sur le site. Mais malgré tout, c'est quand même surprenant. Oui, là, pour le coup, Moi, je veux bien, s'il y a des spécialistes météorologiques, voilà, parmi les amimi qui nous expliquent le phénomène,
J'en avais jamais entendu parler. Un cumulosphérique. C'est ça. Après le cumulo-cubique, Le cumulosphérique. le cumulosphérique. Bon, bah en tout cas, Jocelyne, vraiment, merci de nous avoir envoyé cette info. C'est très étonnant. Ça a l'air d'être naturel, mais très étonnant. Jérôme, on était dans les airs, on passe dans les mers, Et sous la terre, et voir sous la terre. carrément sous la terre. Bah justement, tout à l'heure, hein, avec cette pyramide sous l'eau, hein, on parlait des montées des eaux, etc. On va y venir, justement. Oui, c'est un... Alors, j'avais déjà entendu parler de cette info il y a un petit moment, mais là, j'avais un peu plus de précision dessus, donc je voulais vous la partager. C'est un océan gigantesque qui a été découvert à 700 km sous la surface de la Terre. Donc, si l'eau sur Terre provenait d'un gigantesque réservoir souterrain, point d'interrogation. C'est en tout cas ce que pense une équipe de chercheurs après avoir découvert un océan situé à plus de 700 km de profondeur et contenant près de 3 fois le volume d'eau présent sur Terre. Donc, c'est énorme. Alors, les scientifiques espèrent d'ailleurs que cela leur permettra de mieux comprendre le cycle de l'eau sur Terre, mais aussi comment la tectonique des plaques déplace l'eau entre la surface et ce réservoir. Donc, ce mystérieux réservoir est en réalité dissimulé au cœur d'une roche bleue, connue sous le nom de Ringwoodite, à 700 km de profondeur, donc, dans le manteau terrestre, c'est-à-dire la couche de roches brûlantes située entre la surface de la Terre et son noyau. En effet, certains géologues estiment que l'eau est arrivée sur Terre suite à l'impact de comètes. Ça, c'est la théorie officielle. Mais cette découverte vient plutôt apporter du crédit à une autre théorie, selon laquelle les océans ont progressivement suinté de l'intérieur de la Terre. Une origine provenant des comètes, cette origine provenant des comètes, justement, est un petit peu mise à mal. Donc, c'est une preuve tangible que l'eau sur Terre est venue de l'intérieur, estime Stephen Jacobsen, de la Northwestern University dans l'Illinois, et auteur principal de l'étude. Donc, selon lui, cette eau cachée pourra également servir à maintenir les océans et en restant d'une certaine manière connectée à eux. Cela expliquerait ainsi pourquoi la taille n'a pratiquement pas changé depuis des millions d'années. Ça a bougé quand même, on l'a vu tout à l'heure. Donc, le parcours des ondes sismiques révèle la présence d'eau. Alors, comment ils ont découvert ce fameux océan? Donc, l'équipe de Stephen Jacobsen a utilisé pas moins de 2000 sismographes à travers les États-Unis afin d'étudier les ondes sismiques générées par plus de 500 tremblements de terre. Et ces ondes se déplaçant à l'intérieur de la Terre, y compris dans le noyau, elles peuvent être largement détectées à la surface. Après un séisme, les ondes font sonner la Terre comme une cloche pendant plusieurs jours, précise Stephen Jacobsen. Et donc, en mesurant la vitesse des ondes propagées par ces séismes, en fonction de la profondeur, les chercheurs ont pu déterminer quel type de roche elles traversaient. Et donc, le réservoir d'eau s'est ainsi révélé de lui-même, car les ondes ont ralenti lorsqu'elles ont traversé la roche humide. Nous devrions nous réjouir de la présence de ce réservoir, car s'il n'était pas là, cette eau serait à la surface de la Terre et les sommets des montagnes constitueraient la seule Terre visible, a expliqué ce chercheur. Alors, c'est là où je voulais rebondir avec vous, parce que justement, moi, quand j'ai lu tout ça, ça m'a rappelé ce mythe du déluge, Antoine. Parce que ce oui. mythe du déluge, moi, je vous le rappelle, on le retrouve dans toutes les mythologies aux quatre coins du monde. Oui, Donc, c'est plus un mythe d'ailleurs voilà. à ce niveau-là. À ce niveau-là, ça nous fait dire que cette catastrophe a certainement réellement existé, s'est bien déroulé il y a très longtemps de cela. Mais alors, d'où venait cette eau? Parce que quand, par exemple, dans la Bible, on lit le déluge, on nous dit qu'il a plu pendant 40 jours. Et bon, l'eau de pluie vient des océans, elle s'évapore, elle retombe sous forme de pluie et elle retourne à l'océan. Donc moi, je comprenais pas comment le niveau des océans pouvait monter de plusieurs mètres à cause de l'eau de pluie. C'était pas possible. Alors justement, je vais vous lire un passage de la Bible. Et l'Éternel vit que le malice de l'homme était grande sur terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Et donc, l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là,
toutes les fontaines du grand abîme se rompirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent, et le déluge fut sur terre pendant 40 jours. Et toutes les montagnes qui étaient sous tous les cieux furent couvertes. Donc, tu vois, ça rappelle ce qu'expliquait ce chercheur, que si cette eau revenait à remonter à la surface, sachant qu'il y a 3 fois le niveau de l'eau qu'il y a à la surface actuellement, voilà, on verrait plus que les sommets des grandes montagnes D'accord. sortir Oui, des eaux. donc ça signifie que là, l'océan est à 700 km de profondeur, mais sur une épaisseur non négligeable. Oui, et c'est ce qu'il pense, il y aura peut-être des interconnexions par endroits avec les océans, hein. Il faut savoir que nous, on a des failles de plusieurs kilomètres de profondeur dans les grands océans de notre planète, et peut-être qu'il y a des interconnexions par endroits avec cette eau. Ok. Mais ce qui pourrait Alors, expliquer le déluge, justement, hein, pour le déluge en soi, moi je suis toujours resté sur une autre explication. Alors des déluges, il y en a eu plusieurs, donc après vous le mettez où vous voulez cette explication-là. Une des explications du déluge, c'est que à une époque, la Terre n'était pas inclinée sur son axe tel que on l'a aujourd'hui. Donc la végétation était luxuriante, était gigantesque, etc. Parce qu'il y avait une espèce de serre naturelle nuageuse sur l'ensemble de la planète qui fait que il y avait beaucoup d'humidité dans l'air et les plantes voilà, poussaient. Lorsqu'il y a eu la catastrophe qui a l'impact qui aurait touché la Terre et qui l'aurait fait basculer sur son axe, du coup, énorme mouvement de toutes les énorme eaux. mouvement, tout, plus le fait que bien, toute cette humidité en suspens a été complètement chamboulée, le système climatique a été complètement chamboulé. Donc l'eau est retombée, il y a eu beaucoup plus de pluie. Donc l'un dans l'autre, entre effectivement ben, les tsunamis qui ont été générés à cause de cet impact, plus l'eau qui était en suspension, tout ça a créé ce fameux déluge aurait permis, parce que voilà, si ça a recouvert les plus hautes montagnes, c'est combien la plus haute montagne? C'est, 8000, c'est l'Himalaya, hein, je crois. ouais, 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 c'est ça. Je crois qu'on est à 8000 et des brouettes. Enfin, Donc il en faut un paquet de flottes. Hein. Voilà. oui. Et par contre, là où tu vois, j'irais effectivement dans cette théorie découverte de ce chercheur, c'est que l'eau après ne s'est pas forcément évaporée, mais du coup a peut-être été remplir des interstices qu'il y avait dans la croûte terrestre et créer des océans en profondeur. Oui. Et les premières lignes de la Bible, hein, la Genèse, hein, on nous parle bien des eaux du dessus et des eaux du dessous. Oui, Donc peut-être que là, on a trouvé les eaux du dessous. ouais, c'est Jules Verne qui va être content. Oui. Bah, J'avais raison. tu sais que Jules Verne, qui était un grand visionnaire, tous ses romans se sont concrétisés. Il n'y a qu'un seul roman qui ne s'est pas concrétisé, c'est Voyage au centre de la Terre. Mm. Ouais, ouais. Ouais, voilà, on y arrive peut-être. On y arrive peut-être. Bon, eh ben, écoute, merci pour cette info. Il y a bah, une autre planète où, par contre, l'eau, il n'y en a pas du tout. C'est la Lune. C'est la Lune Oh, il n'y en a pas du tout, et détrompe-toi, Antoine. en tout cas à la surface, Et, peut-être sous forme de gaz et gazeuse, peut-être pas liquide. pas liquide. Pas liquide, on est Ça va, d'accord. je me trompe pas en disant pas liquide. Bon, en tout cas, tout ça, c'est pour faire une transition, Jérôme, sur le fait que ben, il y a une mission préparée de longue date hein, qui a envoyé un module, le module Akuto R, module Akuto R qui ressemble à ça. Bah, c'est ça d'ailleurs, le Akuto R, avec son inventeur, son concepteur. Ce module-là a été donc envoyé vers la Lune. Donc c'est une mission internationale. Euh, le Hakuto R a été lancé le 11 décembre 2022 à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. La mission s'appelle la mission M1 ou Mi-1 en chinois. Euh, Ce programme vise à fournir un service de livraison à faible coût vers la Lune.
Donc le module transportait des charges utiles commerciales et gouvernementales, dont un petit robot transportable transformable à 2 roues de l'agence spatiale japonaise. Donc il y avait le Japon qui était impliqué dans cette mission. Il y avait un Smart Lander for Investigation Moon, qui était conçu pour tester des techniques de futures missions lunaires, mais à petite échelle. Et il y avait une intelligence artificielle qui était embarquée dans tout cela. Et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure de cette intelligence artificielle dans le cadre de la chronique de l'intelligence artificielle. Voilà. Bon, eh bien, malheureusement, ce petit monde, hein, ben, il a pas réussi à aller jusqu'au bout. Il s'est écrasé, c'est il y a 10 jours de cela maintenant. L'alunissage donc ne s'est pas bien passé et les opérateurs au sol ont perdu tout contact avec ce fameux module Akuto R ben voilà, qui a perdu tout son chargement. Ce Moi, qui est... ouais, Oui, moi vas-y. j'aime bien, c'est le logo Akuto Air, on dirait un lapin blanc. Ah oui, exact. Vu, vu Petit, comme ça, petit clin d'œil, allez. hein, ouais, effectivement, ça pourrait être un lapin blanc stylisé. Mm. Ouais, ouais, je suis d'accord. Hein, vous en pensez quoi, les amis? Il y est, le lapin blanc? Bah, il doit y être, hein, parce que, ben voilà, ce qui est quand même hallucinant. On est à combien là? 54 ans du premier alunissage avec une mission embarquée. Eh bien, malgré toute la méga technologie que l'on a, on n'y arrive toujours pas, hein, à faire des alunissages en bonne et due forme, sans perdre de matériel, etc. Ouais, c'est ça qui est. Quand tu vois la boîte la boîte de conserve avec laquelle ils se sont posés sur la Lune il y a 54 ans, il y a de quoi poser quand même de sérieuses questions. C'est ça, bah, on se les pose à chaque fois. Et puis c'est vrai que, alors moi j'ai plutôt de la théorie à dire que en 69 ils sont jamais posés parce qu'ils n'ont jamais eu le temps d'être prêts pour le faire. Ils se sont potentiellement posés un peu plus tard sur d'autres missions. Mais malgré tout, quoi, plus on creuse le sujet, plus on se dit que même si c'est 4-5 ans plus tard, bah, voilà. Oui, parce que comme tu le dis, avec la technologie que nous avons actuellement, hein, on devrait pouvoir y arriver. On va Bah y oui, arriver, hein. c'est aussi facile que de faire un créneau. Ben non. Ouais. Parce que j'avais entendu dire, hein, je crois que au niveau informatique, il y a 54 ans, aujourd'hui, vous avez plus de puissance dans votre smartphone que ce qu'ils avaient dans les missions Apollo Hmm. sur les modules lunaires, quoi. Donc, bon, Ouais, c'est ça. comme je te dis, Et en plus, il fallait carrément des hangars complets, grands comme plusieurs terrains de foot, pour pouvoir héberger les supercalculateurs, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, dans votre smartphone, vous feriez rougir de jalousie un scientifique de l'époque. mm, Bon, bah, ça s'est écrasé. Voilà. Alors, ce qui est marrant dans cette histoire, quoi, marrant, peut-être pas forcément marrant, mais du coup, comme c'est une information qu'on a eue sur le tard, je suis revenu un peu dans le passé pour voir comment, quoi, le lancement de ce projet. Et bah, ils étaient motivés, hein, ils étaient motivés. Donc ils ont fait tout un tas d'articles en disant que ça allait être un super succès, etc. Et puis, ben non, patatras, patatras. patatras. Voilà. Donc c'était organisé par la missioncontrolspace.com, hein, ce projet. Et entre autres, ils avaient comme projet d'héberger une IA dont le nom de code est Moonnet, euh, qui allait embarquer dans un petit rover donc d'investigation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je crois que le rover s'appelle Rachid et il a été proposé par les Emirates
Arabes Unis sur ce projet. Voilà. Et donc l'objectif de MoonNet, vous voyez, c'est de pouvoir classifier très rapidement les obstacles en fonction de leur catégorie. Voilà. Bon, là, ils les ont colorisés pour qu'on ait une meilleure idée de comment ça fonctionne. Parce que l'idée, c'est de gagner en sécurité euh, par rapport à des opérateurs au sol. Parce que forcément, envoyer des infos à un opérateur au sol, sur Terre, qui va ensuite traiter l'information, etc., et réagir par rapport à ce qui peut se passer sur place, bah, c'est pas immédiat. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des programmes qui sont embarqués et qui les aident comment dire, à déjà analyser les problématiques que pourraient rencontrer les rovers. Mais avec une IA embarquée, c'est un petit peu le sujet qu'on disait la semaine dernière sur le fait de faire piloter des satellites par des IA. Eh bien, c'est d'être beaucoup plus réactif et complètement autonome par rapport aux choix et aux décisions que vont prendre les modules embarqués. Donc, c'est-à-dire que ça sera de donner un objectif et ensuite, c'est l'IA qui décidera d'elle-même comment est-ce qu'elle va gérer cet objectif, comment est-ce qu'elle va y arriver, comment elle va se déplacer, etc., etc. Et donc, il devait, bien grâce à cette expédition lunaire, tester MoonNet, qui allait ensuite être diffusé de plus en plus sur tous les modules, les prochains modules d'exploration spatiale. Parce que l'objectif vraiment très lointain de tout ça, c'est de pouvoir passer la barrière de Mars, la Lune, etc., d'aller à la conquête de l'espace en toute autonomie. Euh, et donc pour ça, il faut une vraie IA embarquée. Donc voilà pour notre petite chronique de l'IA. Je l'ai faite courte aujourd'hui parce qu'on a un programme très chargé. Mais vous voyez, elle est vraiment partout, cette IA. On la retrouve à tous les niveaux, bien que à ce niveau-là, ça me semble assez logique en soi. Oui, et puis c'est une utilisation, voilà, une utilisation utile. Exactement. Jérôme, on a parlé d'un anniversaire. Oui. Et ça, je tenais à remercier Fabien, mon demi-frère, pour l'info qu'il m'a envoyé tout à l'heure. Et du coup, je me suis dit, ah bah oui, il faut que j'en parle. Parce que moi, j'étais fan de cette série qui a 40 ans, qui a eu 40 ans cette semaine. Alors, si je vous dis, les amis, si je vous parle de Diana, Mike Donovan, Julie Parrish, Willy, Elisabeth ou encore Kyle, est-ce que ça vous fait tilt, Antoine? Bah oui, forcément. Et puis avec la petite mimique que tu as faite tout à l'heure de, de, De de la Diana mâchoire de Diana. qui mange. Tu sais que notre premier Mimi, notre Mimi numéro un, Oui, on en avait parlé, je crois. Oui, on oui, en avait parlé, c'est exactement. c'est vrai. C'était donc la série Et oui, la série V. Donc V comme visiteur. c'est ça. Alors cette série, c'était une mini-série à l'origine, hein. Elle a été créée, écrite et réalisée par Kenneth Johnson et donc a été diffusée pour la première fois le 1er et 2 mai 1983 hein, aux États-Unis sur NBC. Donc ça nous rajeunit pas, Antoine. Donc sa suite directe, la bataille finale, a été diffusée du 6 au 8 mai 1984. Et donc, à l'origine, la bataille finale devait, comme son nom l'indique, mettre un terme à l'histoire de V. Mais devant le succès rencontré par cette série, ils ont décidé de créer une série hebdomadaire qui fut alors commandée. Et donc, en France, cette série a été diffusée sous leur forme originale à partir du 9 septembre 85, en prime time sur Antenne 2. Puis la série de 45 minutes dès le 6 juin 87, toujours sur Antenne 2. Et puis voilà, après ils ont rediffusé sur la 5 avant que cette chaîne n'existe plus. Donc la mini-série d'origine a fait ses débuts aux États-Unis. Et Kenneth Johnson, le créateur de la série, a déclaré que l'histoire a été inspirée par le roman I Can't Happen Here. It Can't Happen Here, ça veut dire ça ne peut pas arriver ici, écrit en 1935 par Sinclair Lewis. Et donc, en outre, plusieurs scènes du pilote d'origine ressemblent à la pièce de théâtre Grande peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht.
De plus, la nouvelle de Diamond Knight, Comment servir l'homme, To Serve Man, précédemment adaptée dans un épisode de la 4e dimension, possède un thème un peu similaire, hein, des extraterrestres faussement amicaux qui élèvent secrètement les humains pour en faire de la nourriture. Donc, je vais vous rappeler, moi, le début du tout premier épisode, hein, alors que le journaliste Mike Donovan filme des soldats en plein combat au Salvador, apparaissent d'un coup dans le ciel et en nombreux endroits du monde, de gigantesques ovnis, qui seront dénommés par la suite vaisseaux mers, venus du système de l'étoile Alpha Canis Majoris, située à 8,6 années-lumière du système solaire. Après être entrés pour la première fois en contact par émission radio, à la suite d'un compte à rebours, ils conviennent d'un premier contact direct avec le secrétaire général de l'ONU. Ces extraterrestres semblent avoir forme humaine et déclarent être venus en paix, s'installant peu à peu au milieu de la population. Ils déclarent vouloir partager leurs connaissances en échange de produits chimiques terrestres censés régler leurs problèmes environnementaux sur leur planète, de leur système stellaire, qui seraient bien plus graves que les nôtres. Mais leurs véritables intentions sont tout autres. Donc, en effet, les visiteurs pompent en secret toute l'eau de la Terre. De plus, ce sont des lézards, que l'on peut aussi nommer des reptiliens. Donc ça, hein, on en a très souvent entendu parler en ufologie de ces fameux reptiliens, qui considèrent les humains comme de la nourriture. Ainsi, veulent-ils remplir leur garde-manger de millions de terriens, entre autres. Peu à peu, une organisation secrète de résistants, avec en tête Mike Donovan et le docteur Julie Parrish, aidés par des soldats visiteurs rebelles, ce qu'on a appelé la 5e colonne, s'organise pour un combat de titans. Combat qui est loin d'être gagné, car Diana, officier de haut rang dans l'armée des envahisseurs, veut à tout prix soumettre totalement l'humanité. Donc, alors il y avait beaucoup de clins d'œil dans cette série, parce que l'histoire est donc une allégorie des événements de la Seconde Guerre mondiale. On notera l'utilisation par les visiteurs d'un emblème présentant de fortes ressemblances avec la croix gammée. Ouais, en effet, on voit ce symbole, hein, sur le drapeau derrière Diana qui ressemble fortement à cette croix gammée. Tandis que le titre de la série lui-même est calqué directement sur la campagne des V de 1941. Donc les visiteurs possèdent aussi des jeunesses semblables aux jeunesses hitlériennes, et la propagande télévisuelle des visiteurs rappelle la propagande des nazis. L'interaction humaine avec les visiteurs peut être comparée avec les événements de la Seconde Guerre mondiale, dans le sens où certains individus avaient choisi de collaborer, tandis que d'autres, hein, ce qu'on appelait les résistants, avaient choisi de s'opposer à ce régime mis en place. Donc les nazis ont persécuté principalement des juifs. Les visiteurs, quant à eux, persécutent des scientifiques, leurs familles et tous ceux qui s'associent avec eux afin de cacher leur identité, car les scientifiques étant potentiellement les plus aptes à découvrir leur véritable nature biologique. Ce sont en fait des lézards. Donc l'évidence du parallèle est telle que quelques personnages introduits par le réalisateur Kenneth Johnson sont d'origine juive, hein, dont un grand-père survivant de l'Holocauste. Donc les visiteurs instaurent la loi martiale afin de contrôler les scientifiques de manière similaire à ce qu'avaient fait les nazis en Allemagne. Des analogies sont notables entre Diana, chef scientifique des visiteurs, et le docteur Joseph Mengele. Voilà. Donc plus tard dans la série, le journal télévisé du réseau de la résistance rapporte l'union des populations blanches et noires d'Afrique afin de lutter contre les visiteurs. Ils essaient de regrouper tous les résistants de la planète. Et en effet, la série a été réalisée en 84, alors que l'Afrique du Sud était toujours sur le régime de l'apartheid. Et lors de la diffusion à la télévision de V en Afrique du Sud, des dizaines de V rouges sont apparus dès le lendemain sur les murs de la capitale. Voilà. Donc voilà, moi j'étais vraiment bercé par cette série quand j'étais ado. J'ai adoré. Voilà, je sais pas si toi aussi tu étais fan. Complètement. Là, très clairement, ça a été, je pense, ma première approche à l'ufologie. Hein, C'est ça. Soyons clairs. Hein, c'est arrivé bien avant X-Files, bien. Et à l'ufologie, et pas que, parce que même la notion de résistance, etc. Tu vois, la notion, je crois que c'est la première fois que j'entendais le terme cinquième colonne. Pardon. Le fait que, bien oui, il y a des collabos, il y a des. C'est ça. C'est ça qui était vraiment intéressant dans cette série, c'était pas que le côté UFO. C'était la retranscription finalement de la façon dont les gens se sont comportés au moment de la Deuxième Guerre mondiale, avec quelque chose d'imaginaire.
Mais vraiment, ça matchait bien, quoi. Ouais, Et il y puis, on avait. s'y attendait pas. On Mm. s'y attendait pas. C'est ça. C'est quand on voit pour la première fois, imaginez-vous cette scène, Ah oui. Quand Diana. Bah, en plus, les effets spéciaux étaient bien faits à l'époque, hein. Enfin, pour l'époque, il y a 40 ans, je pour trouvais que c'est. l'époque, ouais, Ouais, tout à fait. pour une série télé, c'était assez bien Là, fait. ah ouais, moi je me rappelle, là j'étais. Ah. C'est ça. Quand on découvre la première fois que ce sont en fait des reptiliens, c'est. Ouah, En plus, on n'était pas spoilés à l'époque, parce qu'il n'y avait c'est pas ça. Internet, il n'y avait pas machin, donc Voilà, on s'y attendait on pas. Et avait là, tu tous fais. Ouah. l'information en même temps au moment où ça sortait où ça sortait à la télé, quoi. Ouais. Et il y a eu Une seconde ouais, il y a série un remake. qui était moins bien. Je j'ai pas tout vu en entier en plus. Non, elle m'a déçu il m'a déçu ce remake. Bah du coup, je pense qu'il a déçu beaucoup de monde parce qu'il Non, n'a ça n'a pas pas été reporté. été. Ouais. Non. Et pourtant, avec les effets spéciaux que nous avons actuellement, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment sympa, mais non. Non, il n'y avait pas ce côté. C'est comme beaucoup de premiers films, hein. Tu as l'esprit du premier film, puis on essaie toujours de faire des suites pour buzzer, mais ça marche pas parce qu'il n'y a pas cet esprit qu'il y avait dans la première série. Bon, et puis vous appréciez, j'espère, les coupes des années 80. Et oui. Voilà, ou même les aliens avaient les coupes des années 80. Ouais, Ah ouais, non, c'était une très très bonne série. Je sais pas dans quoi il a rejoué, lui. Je crois qu'il a joué dans autre chose après. Mike Donovan, Mike oui, Donovan. c'était. Ah, oui, il a joué dans une série SF aussi, dans un film SF, il me semble. Hmm. Je retrouverai. Ouais, les Ouais, amis, mettez-nous ça dans le chat si vous avez plus de mémoire que nous ce soir. exactement. Bon, ben ouais, très très bien. Un petit retour vers le passé de quoi, 40 ans. Eh bien, moi, je vais t'envoyer plus loin dans le passé. C'est le site de l'Internaute qui nous parle de cela. Euh, Tu sais, la dernière fois, on a montré une application qui permettait de visiter Mars, mais de façon beaucoup plus interactive que Google Earth. Là, ça s'appelle Ancienne Earth. C'est une autre application où les informaticiens et les scientifiques qui ont généré cette application sont partis. Il vient de l'étude, tout à l'heure tu parlais des plaques tectoniques, de l'évolution des plaques tectoniques, et on peut remonter jusqu'à 750 millions d'années en arrière pour voir à quoi ressemblait euh, la région dans laquelle nous vivons. Donc, pour faire simple, j'ai mis Paris, pour une fois. J'ai pas mis la Normandie. Voilà, j'ai mis Paris. Donc, Paris 2023. Si on remonte il y a 20 millions d'années, on voit que ça n'a pas beaucoup changé, visiblement. Non. On pouvait juste aller à pied en Angleterre. Exactement. Voilà, tout La à fait. Manche n'était pas encore là. Et pas besoin de faire de tunnel. Allez, on va prendre 50 millions d'années. Ah, là, on avait les pieds dans l'eau. Là, ouais, comme quoi, hein, l'eau monte et descend, hein. Et puis même nous en Normandie, c'est pas bon là, hein. Mm, Quoique si, peut-être là, il y a une petite couche de terre encore. Vous voyez, la France est à moitié recouverte d'eau. C'est pas terrible. Allez, 120 millions d'années. Donc là, les continents commencent vraiment à changer. Il n'y avait pas loin pour aller aux États-Unis à ce moment-là, hein. Écoute, ouais, ouais, vraiment. Et oui, parce que là, tu vois, les océans sont là, Mm, mm, mm. les terres sont. Ouais. L'Afrique, c'est énorme. C'est Ah pareil, tu vois, bah non, il y avait l'Asie, l'Afrique était. t'as l'Afrique et puis t'as la partie américaine qui est emboîtée là. Ah, c'est la partie américaine. Oui, autant pour moi. Ah Oui, oui. oui, c'est. Oui. Ah, je sais pas, si t'étais petit, quand tu regardais un planisphère, moi je voyais toujours, ah ben tiens, on dirait que Ah l'Amérique oui, là, que elle ça rentre bien dans s'emboîte bien. l'Afrique. Ben oui. Non, puis ça a été prouvé, hein, parce qu'on a retrouvé des fossiles communs en Afrique et en Amérique du Sud. Mm, mm. Donc voilà, là on est à 120 millions d'années. Donc ça veut dire ici, c'était que de la flotte. C'est ça qui est drôle.
T'as vu, là, on est quand même bien répartis, mais là, c'était que de la flotte. Allez, remontons toujours plus loin. Allez, 240 millions d'années. Ah ben, là, c'est le contraire. Ah, C'est on est au sec à ce moment-là, ouais. ouais, mais c'est ça qui est fou, là. T'as vu, tout est. On a été complètement dans l'eau, morcelé, etc. Là, voilà. La Pangée. Je ne sais pas si c'est là, la Pangée, ou si c'est Oui, encore plus loin. ce continent unique qui se Hmm. serait disloqué. Ou la Terre du Milieu, pour les amateurs Et Seigneur des Anneaux. du Seigneur des Anneaux. Excuse-moi. Exactement. Mm. Allez, 340, 400 millions d'années, on accélère. Donc la Ah, France. on a l'impression que ça bouge vachement, hein. Ça se disloque, ça se rejoint, se Mais c'est réécarte. ça qui Ouais. est fou. Mm. C'est ça qui est fou, c'est que. Bon, puis là, des terres, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Mm. Alors là, c'est une vraie bille bleue. Et effectivement, ça Et, bouge énormément, quoi. et là, on parle en millions d'années. Quand on On voit, parle en nous, millions d'années. notre humanité en quelques dizaines de Ouais. milliers d'années, et encore quelques Ah, milliers d'années, hein. Si ça se trouve, il y avait sur ces continents, bah oui, combien de civilisations sont passées? Ça se sont trouve, il y passés, en avait. et puis il y a eu, voilà. Ça se trouve, il y a eu On se plein, dit, plein on de se dit, civilisations. Mm. ouais, mais c'est ça, on est là à se dire, bon, il y a 8000 ans l'humanité, mais ça se trouve, il y avait déjà des humanités d'ailleurs. Mm. Si vous lisez Jimmy Guilleux, c'est sa théorie hein, depuis toujours, hein. Il y a eu au moins 5 ou 6 humanités. Euh, voilà, 500 millions d'années. Alors, des Ah fois, bah on là, est on dans était l'eau, sur des les côtes, fois. là, on était pas Ouais, mal. on est. euh, pas beaucoup de relief, assez plat Mm. au final, Mm. j'ai l'impression. Allez. Et puis on remonte à la fin, 750 millions d'années. Je ne vous les ai pas tous faits, hein, vous irez jouer. Ah ben là, Paris, il sait pas où le localiser. Là, il est perdu. Paris et... Voilà. Là, la France, elle n'existe même plus Mm. il y a même plus un bout de terre sur la carte. Mm. Voilà. Là, ça ressemble même pas à la Terre, quoi. Ça ressemble à. C'est clair. Mm. Ouais, c'est impressionnant, moi, je trouve ça. Ouais. Petit jouet sympathique. Mm. Petit jouet à nouveau sympathique, exactement. Bon, et bien voilà. Jérôme, on a fait encore une belle émission avec nos amis Stéphane et Claudie. On se retrouve donc à Livaro la semaine prochaine, mais on sera quand même présent pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir être sur place. On enregistre. Ah non, toi, tu ne seras pas à l'enregistrement la semaine prochaine, Et non. mais en tout cas, Mimi sera présent samedi soir de la semaine prochaine parce qu'on ne veut pas vous laisser dans l'abandon, c'est pas possible. Voilà. Mais sinon, on prévoit de faire de belles vidéos à l'hiver, quand même. Voilà, on va faire de belles vidéos, on va faire des interviews. Donc, il se peut que dans les prochains Mimi qui arrivent, vous ayez des interviews des personnes que l'on aura rencontrées au moment de l'Ivaro, au moment du festival de la merveille et des mystères. Bon, mais Jérôme, je te souhaite un très bon week-end. Également, Antoine, hein, On se retrouve peut-être dans le bêtisier. Je crois qu'il y en a une ou deux là. restez jusqu'au bout après le générique. Dans le générique, on vous mettra d'ailleurs le générique du film de Stéphane Levaché. Que je remercie parce que il m'a mis au générique. Voilà, je le remercie chaudement. Et puis, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour Mimi 35. Portez-vous bien, passez un bon week-end, profitez et à très bientôt. Ciao, Ciao tout ciao. le monde. Ouais, Je ne sais pas si je le fais bien. bon, il m'a Ouais, c'est blessé ça, au plutôt ça. Ouais.
Ouais. Ou la Terre du Milieu, hein, pour les... Les amateurs Voilà. de Game of Thrones. Non, pas de Game of Thrones, la Terre du Milieu. Non, c'est pas Game of Thrones, pardon. Seigneur des Anneaux. Ouais, on la coupe. Ah non, celle sur la garde. Shame. Tu la mettras à la fin, alors. Ensuite, j'ai Marion. Oh, j'ai mué.